Vous connaissez tous la célèbre expérience de Michelson et Morley, non? Alors commencez par aller voir des vidéos sur YouTube qui l'expliquent. Et renseignez-vous aussi sur la relativité restreinte d'Albert Einstein. Je ne vous demande pas d'avoir tout compris, mais au moins d'avoir compris l'essentiel, c'est-à-dire pourquoi la relativité restreinte contracte les longueurs et dilate le temps des objets en mouvement. Curieusement, ceux qui affirment que l'éther luminifère n'existe pas détruisent ici un des meilleurs arguments de cette théorie, même si elle ne s'appuie pas sur l'expérience de Michelson et Morley, mais parce que sans cette expérience, personne ne se serait posé ce genre de questions. L'expérience de Michelson et Morley est juste, mais il se pourrait que l'on ait négligé une hypothèse, l'hypothèse dont je vais vous parler. Michelson et Morley voulaient mettre en évidence le déplacement de la Terre autour du Soleil par rapport à ce support fixe remplissant tout l'univers. L'échec de cette démonstration a conduit à la relativité restreinte d'Albert Einstein, qui à cette occasion a rejeté l'éther. En 1916, probablement au vu des ondes gravitationnelles, puis en 1920 à la conférence de Leyde, Einstein rétablira l'éther tout en le privant de sa caractéristique de référentiel absolu, immobile dans l'univers. Personne ne l'écoutera. Les scientifiques du XIXe siècle ont recherché un support pour les ondes électromagnétiques dont la lumière fait partie. Ils l'ont appelé éther luminifère. L'éther était l'élément censé remplir tout l'espace. En tant que support des ondes électromagnétiques, il doit remplir tout l'espace, y compris celui cité dans les atomes et les particules élémentaires. L'éther est le 5e élément d'Aristote. Il était le domaine des dieux, d'une pureté éthérée. Descartes avait supposé qu'il tourbillonnait et poussait les planètes autour du Soleil. Il s'agissait de définir les caractéristiques de ce support pour qu'il puisse propager des ondes à 300 000 km par seconde sans empêcher le mouvement des planètes. L'expérience de Michelson et Morley devait permettre de mettre en évidence le mouvement de la Terre par rapport à l'éther, qui était considéré comme le référentiel absolu de l'univers. Elle a échoué. La recherche des causes de cet échec a conduit, après plusieurs recherches scientifiques convergentes, à la relativité restreinte d'Albert Einstein. L'expérience sera répétée de nombreuses fois et rien. La Terre serait immobile dans l'univers. Depuis Giordano Bruno, Copernic, Kepler, Galilée et quelques autres, on sait que non. Il est hors de question d'admettre que la Terre est immobile. Les scientifiques vont chercher à expliquer l'inexplicable. Woldemar Voigt et Oliver Heaviside seront les premiers sur la piste. C'est la contraction des longueurs dans le sens du mouvement qui neutraliserait l'addition de la vitesse de l'objet avec celle de la lumière. Woldemar Voigt développe une théorie à base d'un éther lumineux et trouve avant tout le monde des formules qu'il publie en 1903. Oliver Heaviside, lui, remarque que le champ électrostatique d'un électron, qui est sphérique au repos, se contracte en ellipsoïde dans le sens du mouvement quand l'électron se déplace. Son coefficient de contraction dépend de la vitesse de l'électron et est le même que celui de Woldemar Voigt. Il semble que c'est cette contraction du champ électrique qui a conduit à imaginer que les atomes de matière, eux aussi, pouvaient se contracter dans le sens du mouvement. Et puis arrive Albert Einstein. Dans son article de 1905 de l'électrodynamique des corps en mouvement, il part de deux postulats. Le premier, dans le cas de l'influence mutuelle d'un aimant et d'un conducteur, le phénomène dépend uniquement du mouvement relatif du conducteur par rapport à l'aimant, que ce soit l'aimant ou le conducteur qu'on déplace. Pour une vitesse donnée, le résultat est le même. C'est le principe de relativité. Le deuxième postulat dit que la lumière se propage dans le vide à une vitesse v indépendante de l'état de mouvement du corps émetteur. Il en déduit que la vitesse de la lumière est une constante universelle, la même dans tous les repères inertiels, quelle que soit leur vitesse entre eux. Einstein ajoute « un éther luminifère est superflu ». Heureusement, en 1916, puis en 1920 à la conférence de Leyde,
Einstein reconnaîtra l'existence d'un éther tel que proposé par Lorentz, en précisant que ce ne peut pas être un référentiel absolu. Ouf! Merci Albert. Einstein nous dit « La vitesse de la lumière est indépendante de la vitesse du corps émetteur. C'est la caractéristique des ondes. Un avion rapide peut rattraper et dépasser le son qu'il produit. Affirmer par contre que la vitesse de la lumière est un invariant universel s'accorde avec les résultats de l'expérience de Michelson et Morley. Et s'il y avait une autre explication au résultat de cette expérience Albert Einstein, en comprenant que l'éther n'est pas un référentiel absolu, a changé les règles. L'expérience de Michelson et Morley part de l'hypothèse que l'éther est le référentiel absolu. S'il ne l'est pas, tout est à reconsidérer. Dans l'univers, tous les corps célestes sont en mouvement sous l'action de la gravitation. Audacieusement, supposons qu'Einstein ait raison et qu'un support des ondes électromagnétiques et gravitationnelles existe. S'il n'est pas immobile, il bouge. Ah, merci, monsieur de la Palisse. Mais qu'est-ce qui pourrait bien le faire bouger? Qu'est-ce qui fait bouger les corps célestes? La gravité. La gravité. La relativité générale est la théorie de la gravitation d'Albert Einstein. Le champ de force de gravité de Newton est remplacé par la déformation de l'espace au cours du temps, pendant que tous les objets sont en chute libre, dans le vide, et tombent de la même façon. Le mouvement naturel des masses devient la chute libre, en ligne droite, et la gravitation va courber l'espace et le temps pour que les masses suivent les géodésiques de l'espace courbe. Les géodésiques sont le chemin le plus court dans les espaces courbes. C'est aussi le chemin qui correspond au principe de moindre action. Nous en arrivons enfin à notre hypothèse. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Notre hypothèse, donc, c'est que le support des ondes électromagnétiques, quel qu'il soit, est sensible à la gravitation et obéit aux lois de la relativité générale. Cela signifie que l'éther est attiré par les objets célestes massifs et qu'il les suit sur leur géodésique. C'est vrai pour la Terre, mais aussi pour Mars, Jupiter, Mercure et même le Soleil, que l'éther accompagne dans son voyage autour de la galaxie. Et cerise sur le gâteau, la Terre, comme tout corps céleste quelque importance, est localement immobile par rapport à l'éther. Le système solaire s'est formé à partir d'un nuage de gaz et de matière tourbillonnant. Les forces de gravité ont regroupé les éléments en planètes. Les planètes, accompagnées de l'éther, sont immobiles par rapport à lui. Einstein a raison, la vitesse de la lumière dans les référentiels associés à la masse la plus proche est toujours la même, mais seulement dans ces référentiels privilégiés. On peut vérifier cette hypothèse en lançant une sonde autour du Soleil sur la même orbite que la Terre, mais en sens inverse. L'écart de vitesse entre l'éther qui accompagne la Terre et la sonde se déplaçant en sens inverse sera mesurable, 2 fois la vitesse de la Terre autour du Soleil, soit un écart de 60 km par seconde. Une sonde tournant en sens inverse de la Terre impose une très grande énergie à fournir. Une méthode plus économique est de se contenter d'un satellite de la Terre tournant le plus vite possible à basse altitude. La Station spatiale internationale, ISS, tourne autour de la Terre à environ 9 km par seconde. À chaque tour, elle se décale un peu et survole l'ensemble de notre planète. À périodicité régulière, elle franchit l'équateur vers midi ou minuit au Soleil. À ce moment, sa trajectoire est proche de celle de la Terre dans le plan de l'écliptique, et la composante de sa vitesse projetée sur la trajectoire de la Terre est de l'ordre de 6 km par seconde. Le centre spatial guyanais, situé à Kourou, a une position intéressante par rapport à l'équateur. Il pourrait éventuellement convenir pour faire les mesures de la vitesse des ondes électromagnétiques entre lui et l'ISS au moment où elle s'approche de l'équateur vers midi au Soleil. Saint-Laurent-du-Maroni, avec son aéroport, pourrait également convenir. Voici les équations d'Albert au paragraphe 3 de son article de 1905 de l'électrodynamique des corps en mouvement. Je la montre vu qu'elle est fondamentale et quel est le point de départ qui aboutit au transformé de Lorentz sans passer par la longueur des bras de l'interféromètre de Michelson et Morley. Grand V représente la vitesse de la lumière
et petit v, celle du référentiel petit k en mouvement par rapport au référentiel grand K réputé stationnaire, par convention. Lorsque la lumière se dirige vers une horloge qui s'éloigne à la vitesse petit v, elle met plus de temps pour y arriver, d'où le grand V moins petit v que l'on voit dans l'équation. Et à l'inverse, si l'horloge se rapproche, elle va plus vite, d'où le grand V plus petit v. C'est exactement ce que nous espérons trouver avec l'ISS, dont le référentiel, qu'on appellera ici petit k, n'est pas celui de la Terre, qu'on appellera grand K. Nous remercions l'Université de Québec à Chicoutimi pour sa bibliothèque numérique francophone où nous avons pu trouver l'article d'Albert Einstein traduit